Bonjour à tous et bienvenue dans News Conso, l'émission de toutes les tendances. Et aujourd'hui, on va parler de patrimoine. Et c'est vrai que le patrimoine intéresse de plus en plus les Français. On le voit avec le loto du patrimoine, mais également avec l'engagement du ministère de la Culture. Alors, on va parler patrimoine avec Rodolphe Albert. Bonjour. Bonjour Caroline. Alors, vous occupez d'une société qui est opérateur immobilier, histoire et patrimoine. Vous allez rénover des vieilles bâtisses, des vieux lieux qui nous ont marqué notre histoire et les réhabiliter pour devenir des logements. Alors c'est ce qu'on va un peu comprendre dans cette émission. Alors déjà, quel est l'objectif précis d'Histoire et Patrimoine? Notre objectif en fait est assez simple. Il s'agit d'identifier des immeubles, des demeures qui ont un caractère historique et patrimonial très fort, donc généralement qui se situent dans des zones Malraux ou classées monuments historiques, d'imaginer un projet de rénovation en cohérence avec les architectes des bâtiments de France et de les vendre à nos clients en vue de leur future location. Donc en fait, vous conciliez un peu l'intérêt du particulier et également l'intérêt de notre pays? Exactement. Je dis souvent que en fait, le levier du patrimoine privé de nos clients est un excellent levier pour le patrimoine français. Nous avons là effectivement un investissement qui est assez performant, mais qui permet de donner du sens à l'investissement. Et en général, nos clients sont très fiers de leur investissement. Ils en parlent facilement dans les dîners de famille. Oui, c'est ça. Alors, vous vous occupez de trouver justement des vieilles bâtisses. Mais alors, comment vous les trouvez? Est-ce que ce sont les particuliers qui vont vous dire « Tiens, j'ai repéré un lieu là » ou vous-même, vous avez des experts qui vont sur le terrain? Comment ça se passe? Alors, c'est un petit peu toutes ces solutions-là, effectivement, car c'est pas facile à trouver. Oui. Il y a à peu près 40 000 immeubles qui sont classés monuments historiques et énormément d'immeubles en zone Malraux. Le sujet, en fait, c'est nous avons des origines qui sont soit des propriétés de pouvoir public, l'État, les communes, ou alors ce sont des entreprises de travaux qui nous signalent pour avoir identifié tel ou tel immeuble. Mais aussi et surtout, nous avons un réseau de développeurs dans toute la France, dans toutes les régions, qui sont inclus dans le tissu local et qui se renseignent et qui permettent d'identifier un immeuble qui est monopropriétaire en général et qui va être à la vente. Donc c'est effectivement ce travail-là de fond qui nous permet de sortir un certain nombre de programmes par an. Mais alors nous, en France, on a un patrimoine assez impressionnant parce qu'on a une histoire très riche. Du coup, vous devez avoir beaucoup de bâtiments à vous occuper. Oui, il y a un gros terreau. Comme je vous le disais, les monuments historiques sont un nombre fini, mais qui augmente puisqu'il y a des classements de patrimoine du XXe siècle. Mais il y a également effectivement toutes ces zones Malraux. Il y a 123 PSMV en France, dans lesquels en fait tous les immeubles de ce secteur sont considérés comme étant protégés au titre de la loi Malraux. Donc effectivement, ça fait énormément de bâtiments potentiels, mais comme ils sont pas tous monopropriétaires, il n'est pas toujours facile de mener un projet de rénovation. Donc nous avons simplement un micro-marché. Nous sommes quand même sur un marché de niche. Et pourquoi monopropriétaire? C'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment qu'il y ait qu'un seul propriétaire, sinon c'est compliqué. C'est une question de négociation à l'achat. C'est-à-dire que si vous avez 20 copropriétaires, ça va être très compliqué de réunir 20 volontés simultanées de vente. En revanche, si c'est un monopropriétaire qui souhaite s'en séparer, la négociation est plus simple. C'est une question de praticité. Oui, c'est ça. Ça fait partie de vos critères. Exactement. Alors, vous parlez beaucoup de la loi Malraux. Il faut peut-être nous expliquer un peu ce que c'est, cette loi. Alors, la loi Malraux, c'est un dispositif qui a été mis en place en 1962, qui permet d'aider les particuliers, les personnes physiques, qui engagent des travaux dans un bâtiment, dans un immeuble qui se situe dans des périmètres délimités, c'est-à-dire souvent des cœurs de ville historiques, et donc d'apporter un avantage fiscal sur le montant des travaux investis chaque année. Ça correspond en général à 22 ou à 30% des travaux investis. Cet avantage fiscal est très légitime, comme l'est celui du monument historique, puisqu'en fait il vient compenser un surcoût très important des travaux dans la rénovation, surtout d'immeubles d'exception comme cela. On construit aujourd'hui en France pour environ 1 500 € du mètre carré. En revanche, la rénovation, c'est au moins 3 500 à 4 000 €. Donc l'État, à juste titre, engage un petit peu d'avantage fiscal pour aider les particuliers à participer justement à cette œuvre d'intérêt général. Et donc vous allez conseiller justement les particuliers, vous êtes au courant de cette loi et vous leur expliquez tout, il y a un service de conseil? Alors évidemment, nous sommes totalement spécialistes de ce type de produit et donc effectivement nous accompagnons de A à Z nos clients, que cela soit au moment de la décision d'investissement jusqu'à la gestion et même jusqu'à la revente de leurs biens, de façon à ce que durant toute la période de leur investissement, ils soient accompagnés, conseillés et même s'il y a, si cela arrive, des questions de l'administration fiscale, on puisse leur apporter leur aide avec nos avocats et donner la bonne réponse. Alors il y a un impact positif à réhabiliter justement nos vieux bâtiments. L'impact du logement sur le marché du logement, justement, c'est vrai. Oui, tout à fait. Souvent, en fait, nous travaillons sur des immeubles qui sont assez délabrés, parfois même qui sont totalement abandonnés. Et nous en reconvertissons certains. Nous travaillons sur le patrimoine industriel, religieux, hospitalier et militaire. Et donc, en fait, nous mettons sur le marché des logements en plus. Et vous savez à quel point le logement est un sujet très tendu pour les Français aujourd'hui. De surcroît, nos loyers sont généralement assez contenus parce que nos
clients étant quand même assez aisés, ils ne sont pas en fait à quelques euros près pour un montant de loyer. Et donc ils préfèrent avoir l'appartement occupé que trop payé. Du coup, nous contribuons à loger des familles modestes, des classes moyennes, qui n'auraient jamais eu les moyens de loger dans un château, dans un bâtiment monument historique. Et donc en fait, ça, on en est assez fiers. Et vous réhabilitez aussi les cœurs de ville. Exactement. En fait, ça c'est vraiment le sujet de la loi Malraux et parfois du monument historique lorsque l'immeuble est classé également monument historique. Ce sont toujours des cœurs de ville historiques avec des petites ruelles étroites, des petits immeubles. Alors évidemment, ce ne sont pas des sujets comme on peut imaginer avec 80, 100 logements. Ce sont souvent des petits immeubles, parfois de 4 logements, mais qui ont énormément de charme. Et du coup, en rénovant ces cœurs de ville historiques, on apporte quand même, je dirais, un plus à toutes nos villes en France et qui contribue à une attractivité, je dirais, un rayonnement de la France à l'étranger. Et c'est vrai qu'il y a des beaux projets, hein, parce qu'il y a par exemple l'Hôtel Dieu à Clermont-Ferrand, qui en fait partie. Il y en a des tas d'autres. Il y a aussi un impact positif sur l'environnement. Dans quel sens? Pourquoi? Alors en fait, tout simplement déjà par le simple fait de rénover, puisque la rénovation est environ 30 à 70% moins consommatrice de carbone que la démolition-reconstruction. Donc en soi, c'est déjà un avantage. De plus, puisque comme vous le disiez très justement, nous travaillons sur des cœurs de ville historiques, nous contribuons à ramener la vie dans des quartiers qui étaient parfois un petit peu désertés, que ce soit par les commerces et par les habitants, et donc nous rétablissons un mode de vie avec des transports moins carbonés. Et il y a aussi un autre impact positif, c'est le tourisme. Ah oui, alors là je vous rejoins tout à fait. C'est vrai que si nos villes sont aussi belles et aussi attractives, c'est grandement grâce à cette loi Malraux. On voit comment Bordeaux a été rénové, le Vieux-Nice, voilà. Et effectivement, cette attractivité touristique a un intérêt économique fort. Je pense que le levier du patrimoine, c'est un levier fort de l'attractivité et du leadership de la France dans le monde. N'oublions pas que le tourisme, c'est 8% du PIB, 1 million d'emplois directs. Oui, c'est ça. Et aussi, vous mettez en avant certains métiers, parce que du coup, vous utilisez des artisans qui vont avoir un savoir-faire qui va s'adapter justement à notre patrimoine. Tout à fait. Alors effectivement, nous avons des corps d'État qui sont plus classiques, un électricien reste un électricien, mais nous avons des corps d'État spécialisés, comme par exemple des couvreurs d'ardoises au clou et pas au crochet, des sculpteurs de pierre, des menuisiers qui font des fenêtres comme autrefois, c'est-à-dire en bois et avec mouton et gueule de loup au lieu de fenêtres en PVC à recouvrement. Donc c'est vrai que voilà, exactement. Envie de les entendre, tout à fait. C'est vrai, ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a un processus particulier quand on fait des travaux? Est-ce qu'il y a un permis de construire? Est-ce qu'il y a des choses à demander, des autorisations? Oui, tout à fait. C'est extrêmement encadré, extrêmement strict. Donc d'abord, nous travaillons souvent en amont avec les directions régionales des affaires culturelles qui sont en fait des émanations locales du ministère de la Culture, et évidemment les ABF qui sont beaucoup plus connus, les architectes des bâtiments de France. Une fois que le projet est, je dirais, validé dans ses principes, on dépose un permis de construire qui est instruit normalement par la mairie, mais également formellement par justement les entités que je viens de préciser, la DRAC et les ABF, qui doivent donner un accord précis, qui donne des prescriptions avec éventuellement en disant, effectivement, ce mur, il doit être rénové comme ceci, ce toit comme cela. Donc c'est extrêmement encadré, et une fois qu'on a une autorisation administrative classique, eh ben, on s'engage dans un processus de travaux, comme on peut l'avoir sur d'autres chantiers, sauf qu'on a eu des contrôles plus stricts en amont. Et ces travaux, c'est un vrai casse-tête à faire, parce que je suppose que, comme c'est des vieux bâtiments, ça doit être compliqué, non? Alors oui, c'est compliqué, effectivement, c'est un petit peu un casse-tête, surtout qu'en fait, lorsqu'on prend connaissance d'un bâtiment, on n'a pas encore connaissance de toute la structure, on a souvent des surprises. Et donc en fait, c'est effectivement après ce qu'on appelle le curage, et donc enlever la plupart des éléments qui peuvent masquer certaines imperfections du bâtiment, qu'on a une vraie connaissance du coup des travaux qu'on va réaliser. Donc il y a un aléa, mais c'est un métier et c'est ce en quoi nous sommes experts. Voilà, et donc en plus, bon, l'investissement, on l'a dit tout à l'heure, il était un peu plus élevé, mais bon, il y a des aides, donc il y a la loi Malraux et l'autre loi également. La loi monument historique, exactement. En fait, la loi monument historique, c'est un peu équivalent à la loi Malraux, c'est-à-dire que l'assiette fiscale sont les travaux engagés une certaine année. La différence que la loi Malraux, c'est une réduction d'impôts, donc on diminue vos impôts, tandis que la loi monument historique, ça vient faire diminuer vos revenus des montants que vous avez payés une année. Donc c'est assez similaire et c'est tout aussi vertueux. Et en plus, c'est une tendance qui se développe de plus en plus, parce qu'on l'a vu suite aux différents confinements qu'on a eus, les gens veulent de la verdure et veulent partir de Paris, et justement, il y a des vieux monuments comme ça qu'on peut réhabiliter. Exactement, c'est vrai que nous avons été souvent précurseurs dans des villes, je dirais, de moyennes ou des métropoles un petit peu plus distantes, où il y a effectivement un dynamisme naissant. Je peux prendre l'exemple de Dreux, où nous lançons un sanatorium absolument magnifique, qui est évidemment du coup orienté plein sud. Et nous allons faire des petites maisonnettes avec des espaces extérieurs, des jardins qui sont aussi grands que des espaces intérieurs, pour répondre à des nouveaux modes de vie et à une distance de Paris qui permet de conjuguer 2 jours de travail à Paris et 3 jours de télétravail dans la verdure. Donc voilà, ça s'adapte à notre nouvelle vie, on va dire. Et en plus, on vit dans des lieux qui ont une histoire et on peut les louer. Donc si on veut investir, c'est l'idéal, il faut en profiter. On peut citer également le château du Duc d'Épernon. Tout à fait. Un lieu magnifique également. Exactement, qui était effectivement vraiment voué à la ruine si on n'intervenait pas. C'est même la DRAC qui est venue nous chercher. Et donc le château est quasiment sauvé. On l'a déjà commercialisé et
n'y reste plus qu'un lot à vendre sur les 18, donc ça a été un gros succès commercial. Donc il va falloir un peu se précipiter pour voir un peu toutes les offres qu'il y a. Voilà. Alors pour voir toutes les offres, on va sur votre site, Exactement, histoire-patrimoine.fr. Voilà, et là on a toutes les infos. On a toutes les informations. Vraiment, je pense que c'est le moment de conjuguer passion et raison, investir contre l'inflation dans l'immobilier et avec passion dans le patrimoine. Voilà, vous savez tout. Et on est là pour vous donner des bons conseils et des bonnes astuces. Et là, pour le coup, c'est un investissement très intéressant. Merci beaucoup de votre visite. Je vous en prie, Caroline. Merci pour votre accueil. Je vous en prie. Et puis, nous, on se retrouve très, très vite pour un prochain numéro de News Conso.